Le 4 quarts politique de la semaine, l'émission hebdomadaire du dimanche matin sur Radio J avec nos intervenants, Michael Darmon, journaliste politique, qu'on retrouve désormais tous les jeudis pour un journal de campagne, F. Cheftel, Libération, Richard Licia, éditorialiste au quotidien du Médecin. On va parler des conséquences du retrait d'Afghanistan, on va parler du grand discours à Marseille d'Emmanuel Macron, de la bataille des primaires à droite, du pas de deux, si on a le temps, d'Éric Zemmour, ira pas. On dira quelques mots de la cérémonie à Lille. Vous avez eu la chance d'assister à ce grand Barnum à Lille, Michael Darmon, lancé par Xavier Bertrand. On en dira quelques mots. On évoquera naturellement le procès des attentats du 15 novembre en France et si on a le temps, on vous demandera vos coups de cœur en fin d'émission. Richard Licia, on va commencer avec vous parce que l'évacuation de l'Afghanistan, le discours de justification de Biden vous ont inspiré. Vous connaissez bien les États-Unis et vous écriviez dans un blog cette semaine que le second discours de Biden était plus convaincant que le premier. C'est ce que vous pensez? Si je l'ai écrit, c'est probablement que je le pense. En vérité, il n'y a pas de jugement définitif à faire sur cette affaire. C'est un cataclysme, une catastrophe, une défaite sans précédent ou presque pour les États-Unis. Mais aussi, il faut en mesurer les conséquences politiques. Elles ne sont pas, à mon avis, aussi graves que le reste de la situation aux États-Unis, la situation de politique intérieure qui est extrêmement désagréable, avec un Trumpisme qui revient en force, avec des décisions qui sont prises par les États ou les élus républicains et qui modifient les libertés individuelles. L'Amérique n'est pas sortie de l'auberge. L'Afghanistan n'a pas contribué à apaiser les citoyens américains, mais l'Afghanistan, les conséquences de la débâcle américaine en Afghanistan ne sont pas durables, parce que ce n'est jamais la politique étrangère, ce n'est pas la diplomatie qui atteint la politique d'un président. Ce sont les affaires intérieures, et notamment l'économie et les mœurs. Alors, ce qui va se passer quand même, on va en parler. Donc, ce qui va se passer quand même, c'est que l'Amérique est en proie à des ouragans qui ont touché New York, s'apprête à commémorer par ailleurs les 20 ans de l'attentat du 11 septembre. C'est dire qu'on va reparler du retrait de l'Afghanistan. Oui, c'est vrai. Donc il va y avoir de nouveau une période de critique, de sarcasme, d'injure contre Biden. Mais c'est comme les ouragans. Quand ils soufflent, c'est désagréable, et quand ils s'arrêtent, ça va mieux. Et donc, ce sera une péripétie. Je ne crois pas que la polémique sur les inondations ou les incendies en Californie va durer éternellement, hein, c'est saisonnier. Et donc, je crois qu'il passera ce cap. Alors, merci d'abord d'être avec nous en studio. F. Cheftel, Michael Darmon, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. on va... vous voulez réagir, F. Cheftel? Je trouve simplement que c'est pas une péripétie, cette débâcle. C'est pas une péripétie sur le plan des relations internationales quand même. On est loin encore d'avoir même imaginé toutes les conséquences sur le plan du terrorisme, y compris sur le plan de l'interventionnisme. L'interventionnisme est mort. Je veux dire que clairement, 20 ans après le 11 septembre, qui avait quand même auguré d'un... C'est à la fois le retour de l'histoire avec sa grande hache, mais c'est aussi l'entrée, enfin le retour des États-Unis sur la scène internationale. Et là, ils vont pas s'y reprendre de sitôt. Et ce que je trouve vraiment, en fait, la leçon pour moi, une des leçons de ce fiasco afghan, c'est que les États-Unis, en réalité, ne savent pas construire un État. C'est-à-dire que le nation building, enfin le state building, ils savent pas faire.
Et c'est sans doute à l'Europe peut-être de faire ça, qui a une culture de l'État, etc. Mais eux qui ne sont pas un État, enfin qui est un État très faible, enfin cette nation d'individus, clairement ont montré leur incapacité à établir une infrastructure étatique, une armée digne de ce nom, etc., malgré tout l'argent déversé. On ne peut pas leur faire le procès d'avoir rien fait, d'avoir même abandonné les Afghans, etc. Il y a des milliards qui ont été investis et ils ont perdu des centaines de milliers de soldats dans cette affaire. Donc, mais en revanche, ils n'ont pas été capables de construire un État et c'est le résultat voilà. Et on en voit les conséquences aujourd'hui. Michael Darmon. Oui, il y a quand même effectivement des nouvelles évolutions qui maintenant se cristallisent avec ce retrait, ce départ des Américains d'Afghanistan. Premièrement, effectivement, pour prolonger ce que vient de dire Ève, non seulement les Américains ne savent pas faire le state building, mais ceux qui ont su le faire, c'est-à-dire savent le faire les Européens, ont été soumis au calendrier américain. C'est-à-dire que c'est double peine. C'est à la fois les Européens ont tenté effectivement d'instaurer et de créer des institutions démocratiques en Afghanistan, mais lorsqu'il a fallu partir, ils n'ont pas eu le choix que de se soumettre à la décision américaine. Donc c'est aussi l'impuissance européenne qui, en prestataire de service quelque part, qui apparaît. La deuxième leçon de cet épisode, de cette séquence, c'est effectivement, alors qu'effectivement on marque les 20 ans du 11 septembre, c'est le changement dans ce qu'on appelle la conflictualité. On voit bien qu'on se clôt un cycle de guerres américaines et en même temps a émergé un affrontement entre des armées de puissance, des armées très organisées et des groupes asymétriques qui sont en général les groupes terroristes. Et on voit bien à quel point les armées régulières, on va dire, ont beaucoup de mal à se confronter. La troisième des conséquences, c'est bien évidemment le fait que l'Afghanistan est ouvert maintenant à tous les vents des nouvelles influences, et en particulier la Chine, qui attend et qui voit dans quelle mesure elle peut maintenant s'investir. Là, ça fait remonter l'inquiétude de l'Inde, parce que le rapport du Pakistan maintenant et l'Afghanistan vis-à-vis de l'Inde, ça va poser un problème. Et on a compris en France déjà depuis quelques mois que la nouvelle matrice des rapports de force, c'est aussi ce qu'on appelle maintenant du côté du Quai d'Orsay l'axe indo chinois, et qui fait que effectivement ce sont là que les nouvelles tensions peuvent arriver. Alors, on a parlé on a évoqué donc les 20 ans de l'attentat du 11 septembre, et en France va s'ouvrir mercredi prochain le procès des attentats du 13 novembre 2015, attentat du Bataclan, attentat des terrasses du 10e et 11e arrondissement, du Stade de France, procès qui va durer 8 mois, avec le seul auteur de l'attentat qui sera dans le box, c'est Salah Abdeslam, qui n'a jamais parlé jusqu'ici. On ne sait pas s'il va en parler. Vous suivez bien cet épisode, F. Cheftel? Oui, effectivement, il s'ouvre, c'est une bonne transition avec les 20 ans du 11 septembre, hein, et puis la chute de l'Afghanistan qui pourrait être un nouveau sanctuaire pour Daesh. Hein, je veux dire, il s'ouvre donc le 8 septembre, il y a ces 20 accusés devant une cour d'assises spéciale, 47 tomes de procédure. Donc encore plus que pour le procès Papon, c'était 40 tomes. 6 juges d'instruction qui ont travaillé quand même, qui ont fait un travail exceptionnel pendant 5 ans, hein, puisque la clôture c'était en mars dernier, si je ne me trompe pas. Et effectivement, à la différence du procès de Charlie et l'hypercachère, là on a quand même un des membres présumés du commando, Salah Abdeslam, du commando des terrasses en l'occurrence, qui a été arrêté après une longue traque en mars 2016, mais qui effectivement, et c'est vraiment je crois la plus grande déconvenue aussi bien pour les enquêteurs que pour les parties civiles, qui a gardé un silence total. Il est totalement hermétique. Mais même un juge d'instruction racontait dans Libération, je prêche pour ma paroisse, que
Même la question de est-ce que vous voulez un avocat, il n'a pas voulu y répondre. Donc il s'est lancé une fois dans une diatribe, mais très rodée contre la France, etc. Mais sinon, silence total. Donc ça va être évidemment, sans doute comme pour Charlie Hebdo, mais peut-être encore plus, beaucoup de frustration pour les nombreuses parties civiles au procès. Michael Darmon. Oui, on sent bien qu'on va être devant un procès qu'on peut qualifier d'historique. Hein. Même l'organisation déjà technique est absolument considérable, hein, sur les deux la cité. Il y a eu des répétitions générales cette semaine de la manière dont le procès va se tenir, avec le juge qui est venu jouer effectivement le rôle qu'il va jouer réellement, avec deux techniciens qui ont joué le rôle des accusés dans le box. En fait, c'était une manière de tester aussi évidemment les questions de sécurité, puisque ça va être aussi une cible, hein, pendant 8 mois. Hein. Ce procès, cette arène va être aussi une cible. Donc évidemment, la sécurité est très présente. Deuxièmement, on comprend également que c'est un procès pour l'histoire, puisqu'il va être filmé entièrement. Et que filmé mais pas diffusé, mais sera diffusé après. Je pense que c'est plutôt une très bonne chose, parce que ça permet, on le voit lorsqu'on fait des films sous embargo pour les campagnes politiques, ça permet la libération des propos, d'être absolument sans pression, et ensuite tout est diffusé après. Et je trouve que l'essentiel, c'est pour les générations à venir et non pas forcément pour le jour. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'extraire l'audience filmée de la chronique quotidienne. Donc pour toutes ces raisons, on voit bien que ça va être un moment très important pour la société française, et au-delà. Et on le voit, ce sera aussi l'occasion, ça l'est déjà avec l'anniversaire donc du 11 septembre, mais avec ce procès également, ça va permettre de comprendre pourquoi la France est-elle devenue une cible. Pourquoi Al-Qaïda a mis tout de suite, a pointé la laïcité à la française, les comportements français, les prises de position politiques françaises. Et ça va être aussi une manière de pouvoir faire émerger aussi la manière dont la France se comporte dans cette affaire face au terrorisme, et peut-être de recadrer quelques clichés. Et puis, il faut ajouter que 8 mois, ça veut dire, c'est le temps que durera le procès, ça veut dire que ça nous mènera jusqu'aux élections présidentielles et que ça sera présent dans la campagne. Le 4 quarts politique de la semaine avec Michael Darmon, Ève Cheftel et Richard Licia. Alors, on va passer, à moins que Richard veuille ajouter quelque chose sur le procès du 15 novembre. Vous voulez ajouter un mot là-dessus ? Juste un mot très court. Tout ce qui a été dit à ce sujet est très bien. Simplement, le caractère d'Abdeslam est intéressant. À mes yeux, c'est un lâche. Il n'a pas voulu se sacrifier pendant cette nuit noire des attentats, et il a tout fait pour survivre. Même s'il est vrai que sa ceinture d'explosifs ne fonctionnait pas. Donc il ne pouvait pas sauter avec. Mais il a tout fait. Il est retourné à Bruxelles et il a essayé de se sauver en quelque sorte. Ce n'est pas la technique de l'attentat suicide. Et donc je pense que même s'il n'a rien dit jusqu'à présent, et c'est vrai, peut-être que dans l'émotion du procès, qui va être utile de ce point de vue, on finira par le faire parler et augmenter la dose de vérité qu'il y a dans cette affaire. Voilà. Alors, nous passons à Emmanuel Macron à Marseille. Il y a eu un plan qui a été annoncé, très, très ambitieux, avec un volet sur la drogue, un volet sur les écoles, un volet sur la culture. Est-ce que ce plan vous paraît à la hauteur des problèmes qui se posent aujourd'hui à Marseille, Ève Cheftel ? Alors, sans aller jusqu'à dire, comme Jean-Luc Mélenchon, que c'est du pur électoralisme, si Macron est venu avant les présidentielles, etc., je pense qu'il fallait un nouveau plan pour Marseille, hein, parce qu'il n'est pas le premier à proposer des solutions. Hein. Il y avait déjà Jean-Marc Ayrault en 2012, puis Manuel Valls avec la méthode globale en 2015. Donc, c'est pas la première fois, mais il y a un rattrapage nécessaire pour Marseille. Deuxième ville de France, mais qui cumule, je crois, les problèmes, y compris d'ailleurs, et ça je trouve qu'il a eu raison d'en parler, cette incurie, hein, c'était un des termes employés par l'Élysée
lors du brief qui a été fait aux journalistes, cette incurie, elle est aussi liée à des questions de politique et de gouvernance. Et il l'a bien dit, c'est-à-dire qu'on a d'un côté la mairie, de l'autre la métropole, qui s'entendent pas et qui en fait bloquent finalement le financement des projets. Si on prend juste par exemple sur le plan de la rénovation urbaine, pour avoir discuté avec les équipes de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, il y avait des crédits qui étaient disponibles, c'est-à-dire que l'État avait mis de l'argent, la mairie était censée compléter à 50%, mais ne le faisait pas. Donc il y a de l'argent, mais qui n'est pas mobilisé. Et puis qui, sans doute, dont une partie partait aussi, on s'est commencé dans des arrangements, etc. Donc il y a aussi cette question du clientélisme. Donc je trouve que Macron a eu raison d'en parler. Après, le plan, bon, les écoles, très bien. Le hub pour la production cinématographique, pourquoi pas. Les transports, Création oui. quand même d'une cinémathèque, d'une antenne de la cinémathèque confiée à Costa Gavras. Un mot sur, oui, les transports désenclavés, très bien. L'État va mettre de l'argent aussi. Juste un mot sur la question du trafic de drogue et donc de la sécurité. Alors là, il me semble que le plan, même s'il est important quand même, on parle de 300 policiers supplémentaires, des moyens pour la justice, 500 caméras de surveillance, ça, je suis un peu plus sceptique sur l'utilité. Et puis une politique de harcèlement là depuis plusieurs mois, harcèlement des trafiquants qui, malgré tout, porte ses fruits. Sauf que si vous avez vu, si les auditeurs ont vu Bac Nord, par exemple, on se rend compte que le problème, il est colossal. Il est colossal et on n'est pas juste seulement un problème de trafic, on est face à un problème de sécession, de prise de contrôle par des dealers de quartier, d'une partie d'une bonne partie de la deuxième ville de France. Et là, je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Avec des problèmes, comme on l'a vu dans le film. Je ne sais pas quelle est la bonne réponse, mais à un moment donné, il faut aussi dire ce qu'il en est. Si le film, il me semble, est assez réaliste, pour en avoir parlé avec des policiers, y compris de la division Nord à Marseille, il est très réaliste. Il n'est pas particulièrement spectaculaire dans ce sens-là. Y compris en ce qui concerne les adolescents et les enfants. On est quand même à 15 règlements de compte avec des adolescents qui sont brûlés vifs, je veux dire, parce qu'ils ont osé prendre le deal, etc. Et en plus, aujourd'hui, on a un système à Marseille avec des ados qui viennent d'autres cités. C'est-à-dire que c'est un marché du travail, la drogue, qui viennent d'autres cités françaises, qui ne connaissent pas en plus les règles du jeu, donc ils se font canarder facilement. Donc là, on a un problème, et je pense que l'un des axes devrait être la coopération avec le Maroc. D'où vient le cannabis quand même? Je veux dire, taper sur les filières d'importation et pas uniquement pas seulement laisser la BAC et la police judiciaire faire le travail au quotidien, qui est un travail de Sisyphe en réalité. Michaël Darmon, est-ce que le président peut réussir là où tout le monde a échoué, Borloo, Jospin, Jean-Marc Ayrault et tous les autres? Écoutez, moi j'ai eu l'occasion d'être quelques années correspondant à l'époque pour France 2 à Marseille. Et à cette occasion, je me suis un peu penché sur effectivement les origines de la culture politique que vous venez de décrire très bien, Ève, de cette ville qui est organisée autour de l'économie parallèle. Qu'est-ce que j'ai découvert? Deux choses. Cette ville s'est construite après la guerre avec le milieu. Gaston Defferre prend la mairie avec les frères Guérini. Les frères Guérini étaient ceux qui avaient résisté pendant la guerre et qui étaient ce qu'on appelait des bandits d'honneur. J'ai découvert cette formule à cette époque-là parce que ceux qui apprenaient aux honnêtes Marseillais dans le maquis, qui prenaient le maquis contre les nazis à se battre et à manier des armes, étaient ceux qui tout simplement avaient l'habitude de manier des armes et étaient hors la loi, c'est-à-dire les bandits. Donc, ensuite, j'ai assisté aux obsèques de Francis le Belge où toute la ville s'est rendue au cimetière de la Belle de Mai pour rendre hommage à son ami d'enfance, son ami de quartier. Et là, je me suis vraiment, sans parler de ce qui se passait autour de l'OM, donc j'ai vraiment compris que les profondeurs, les racines de la culture politique de cette ville sont organisées avec l'économie parallèle et ceux qui la tiennent. Et c'est cela qu'il est très, très, très difficile de déraciner. Et évidemment, les plans qui se succèdent ne seront que cautères sur jambes de bois. Qu'est-ce que l'on voit aussi avec l'intervention et le déplacement d'Emmanuel Macron, qui bien évidemment a toute sa légitimité de faire ce qu'il fait, parce qu'on avait une campagne présidentielle et tout ça, il fait son métier de président qui va être réélu. C'est quoi? C'est qu'au fond, il prouve une fois de plus que cette ville rebelle, cette ville qui ne veut pas entendre parler de l'État central, ne bouge et ne se développe que lorsque l'État central intervient.
C'est vrai depuis Louis XIV avec les fortifications de Vauban sur le Vieux-Port. C'est vrai avec le projet Euroméditerranée qui était le plus gros projet d'aménagement d'État depuis la Défense. Et là, l'intervention encore étatique qui veut se manifester. Mais puisque Emmanuel Macron a parlé de gouvernance, on peut aussi lui renvoyer la question. Il parle de l'État va mettre tant de millions, tant de milliards, tant de sommes. Mais d'où l'État a de l'argent ? D'autant plus qu'on vient d'annoncer la fin du fameux quoi qu'il en coûte et de l'argent magique. Comment l'État va financer ? Comment l'État va coordonner effectivement ces sommes qui pourraient, ces crédits, dont on va bientôt comprendre, ce sont des crédits peut-être d'intervention et peut-être des projets comme le plan de relance. Il faudra voir. Et de ce point de vue-là, comme il a compris qu'il y a ce danger, il a annoncé qu'il reviendrait en octobre et en février. On verra d'ailleurs s'il reviendra. Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, un horizon assez lointain. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'État a régulièrement, et vous l'avez signalé déjà, effectivement, il y a eu Jean-Marc Ayrault et François Hollande ont démarré leur mandat en allant faire un comité interministériel à Marseille, en créant d'ailleurs la métropole que Gaston Defferre avait refusé de faire. Pour pas être en alliance avec les communistes. Donc, de ce point de vue-là, c'est Gaston Defferre qui fait que cette ville, deuxième ville de France, a le centre-ville le plus pauvre de France, alors que la périphérie est extrêmement riche, avec tous les produits de Fos-sur-Mer. Donc, il y a eu des erreurs profondes, majeures de gouvernance, organisées sur une culture politique historique, extrêmement difficile à déraciner, et c'est ce qui fait Marseille. D'ailleurs, c'est aussi ce qui peut faire, pour partie, son charme. Il y a aussi toute la dimension culturelle. On a parlé de la Cinémathèque, les studios de la Méditerranée, des écoles de formation. Marseille, capitale de la culture européenne, c'est une grande ambition. Richard Licia, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous me posez la seule question à laquelle je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. C'est une grande ambition, certainement, mais on peut faire à Marseille de la culture comme on en fait à Paris. C'est pas un problème insoluble. Tout ce que je voulais dire à ce sujet, c'est que il y a toujours une contradiction dans le fait qu'on trouve que l'État est trop autoritaire, qu'il se mêle de tout, et puis on s'étonne également de ce que le président de la République s'en aille 3 jours à Marseille, fasse des discours d'une longueur infinie, alors qu'il fait un geste qui correspond à ce que les gens considèrent comme une décentralisation. Donc de ce point de vue, moi je ne le critique pas. S'il annonce des milliards, c'est aussi des budgets sur plusieurs années, c'est pas en 5 minutes. Donc on trouvera cet argent. Et enfin, c'est quand même sa présence pendant 3 jours, c'est quand même un choc. Un choc qui suit des élections municipales qui ont fait que la direction de Marseille a changé. Ce n'est plus Jean-Claude Gaudin, c'est maintenant une direction écologiste. Tous ces prolégomènes m'incitent à penser qu'il y a des choses qui sont possibles, qu'on y arrivera, que si on envoie un peu plus de policiers, si on est un peu plus strict sur l'ordre, on parviendra à calmer le jeu du côté du trafic de drogue. Mais ces choses-là ne se font pas en 5 minutes. Et Marseille est une ville marquée par une histoire du banditisme qui est extrêmement chargée. Et donc, si on ne peut pas s'attendre à des miracles, on peut admettre que Macron a fait un geste structuré, pas seulement des mots, avec des promesses. Et en revanche, moi je crois qu'il va y retourner en novembre. Je suis sûr. Parce que quand il fait une promesse, il la tient. Et que de ce point de vue-là, les Marseillais peuvent être sûrs que Macron pose sur eux un regard bienveillant, disons. Le 4 quarts politique de la semaine avec Michaël Darmon, F. Cheftel et Richard Licia. On va parler, chose promise, chose due, de la bataille des primaires à droite. Mais vous vouliez ajouter un mot, Michaël Darmon, sur ce qui a été dit, on ne l'a pas évoqué, sur les écoles.
Oui, par rapidement, le c'est vrai président. que l'annonce hier d'Emmanuel Macron de dire qu'il va faire une expérimentation pour que les directeurs d'école puissent recruter directement leurs enseignants provoque quand même une onde de choc dans l'éducation nationale, puisque c'est évidemment totalement contraire à la manière dont l'éducation nationale est organisée, et surtout c'est en dehors des prérogatives actuelles des directeurs d'établissement. Donc on sent bien qu'il y a aussi une sorte d'expérimentation qui est lancée pour la campagne présidentielle, comme il a fait d'ailleurs avec ce déplacement où on a retrouvé les accents du Macron 2017, un peu libéral de gauche, qui vient s'occuper de social, qui vient dire les difficultés sont liées aussi à des questions sociales et pas uniquement des questions d'autorité. Il n'a pas eu ce discours plus droitier qu'on lui connaît depuis déjà quelques temps et qui lui a permis d'aborder tous les sujets. D'ailleurs, il termine par sa présence aussi au sommet de la biodiversité. Après, avec des clins d'œil. Alors, évidemment, c'est un peu fort de café, diront tous les macronistes de gauche déçus, désemparés et qui ont quitté Emmanuel Macron pendant un temps parce qu'ils ont considéré qu'il a basculé à droite. Mais évidemment, on est en fin de mandat et là, clairement, on est aussi dans l'ouverture d'une campagne présidentielle. Non, je trouve simplement cette expérimentation peut-être un peu dangereuse à Marseille, parce que recruter, que les recrutements soient à la main des directeurs, c'est aussi la porte ouverte au clientélisme aussi. Oui, c'est une demande répétée de qu'on... Blanquer. Et il lance un débat, parce qu'il il lance la polémique. Je pense que L'éducation ça sent le ballon d'essai. nationale, Ça sent le ballon d'essai, pour vous dire quand même. Victoire contre l'éducation nationale et le concours, qui est déjà bien remis en question dans certains territoires comme la Seine-Saint-Denis ou autres, mais à voir. Alors, ça nous ramène à la rentrée politique, à la bataille des primaires à droite. Cette primaire, la bataille sur les primaires, puisque cette primaire a tenté d'être torpillée par Christian Jacob, qui appuie Xavier Bertrand, rattrapée par Gérard Larcher, qui soutient Valérie Pécresse. Et surtout, cher Michaël Darmon, surtout on cherche les différences entre les candidats dans les projets. La différence la plus notable entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, elle n'est pas politique, elle est de fait. Valérie Pécresse est une femme, Bertrand est un homme, et Valérie Pécresse estime que le temps des femmes est arrivé pour donc arriver au pouvoir, ce en quoi elle a absolument raison, mais elle estime que c'est par elle que ça va passer, et dès 2022. Donc on comprend évidemment à quel point l'affaire est loin d'être réglée. Vous l'avez résumé, tout cela montre bien que là, en ce moment, pour ce mois de septembre, la grande question de savoir si la primaire va sortir vivante ou pas. Il y a à la fin du mois, le 25 septembre, un congrès des adhérents de LR qui vont s'exprimer par vote électronique sur faut-il ou pas une primaire. Et c'est là-dessus, avec ce résultat, que Christian Jacob espère négatif pour la primaire, que le parti va s'appuyer pour effectivement torpiller définitivement la primaire. À ce stade, elle est, on va dire, amochée, pas complètement morte, mais elle est effectivement assez mal en point parce que depuis le retrait de Laurent Wauquiez, en particulier, ça la rend, je dirais, moins dense. Et même du côté de Valérie Pécresse, on commence à murmurer le fait qu'effectivement, s'il n'y a pas de primaire, parce que quand même elle envisage un peu difficilement d'être confrontée face à Michel Barnier, messieurs Juvin et Ciotti, qui sont quand même pour elle aussi un niveau qu'elle n'a pas l'habitude de côtoyer, eh bien, elle dit « je continuerai à être candidate ». Donc à la fin, on va se retrouver avec très certainement un face-à-face Bertrand-Pécresse, les deux qui ont quitté LR, et un accord politique qui devra intervenir. La question, est-ce qu'il interviendra et dans quel sens? Et comment vous sentez l'opinion? Parce qu'on dit toujours c'est une machine à perdre, les primaires, mais ça a été une machine à perdre à gauche, ça c'est incontestable. Mais est-ce que à droite ça l'a été? D'abord, non, c'est pas la droite. Non, vous savez, c'est la droite qui est une machine à perdre. La droite a une créativité insoupçonnée pour s'unir, pour se diviser et ensuite tenter de se rassembler. La gauche aussi, certes, mais à droite, on a quand même vu pas mal de... Souvenez-vous ce que l'on disait en 2016, qui était déjà totalement faux, mais enfin ça s'était répété du matin au soir. Le vainqueur de la primaire sera un président de la République. On a compris ce qui s'est passé. D'ailleurs, de manière incroyablement étonnante, la campagne présidentielle s'ouvre et François Fillon est de nouveau inquiété par la justice pour être soupçonné d'avoir utilisé un assistant parlementaire depuis 2017. Comme quoi, c'est vraiment le running gag de la campagne présidentielle qui se joue.
La droite décrète toute élection imperdable et elle fait tout pour la perdre. Donc pour l'instant, on voit bien que la crainte, quand on parle avec des électeurs de droite, c'est de dire ils ne vont pas encore recommencer. Ils ne vont pas encore être incapables de s'unir. Donc il y aura une pression à un moment donné de l'opinion de droite pour dire arrêtez vos bêtises et ça suffit, mettez-vous d'accord parce que sinon jamais vous reviendrez au pouvoir. On verra si ils écouteront les leçons. Un mot sur un des candidats à la primaire, Éric Ciotti, qui se distingue en demandant que la France reconnaisse Jérusalem comme capitale d'Israël et déplace en conséquence son ambassade. C'est anecdotique. Il faut reconnaître qu'il y a longtemps qu'il le dit. Hein. Oui, d'abord, c'est pas nouveau. Deux, comme vous dites, il se distingue et il a besoin de se distinguer. On est quand même sur le territoire du Sud. Éric Ciotti est face à son ennemi absolu, c'est-à-dire Christian Estrosi, qui en général est très allant sur les questions de soutien à Israël. Et on sent bien que là, il y a une bataille pour un électorat. Richard Licia, qu'est-ce que vous inspire ces primaires ? Ah, je trouve que c'est passionnant. Je n'ai jamais vu ça, et pourtant ça fait longtemps que je suis la politique. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un consensus absolu entre tous les partis, à savoir, il ne faut pas se diviser. Il faut aller unis à la bataille. Et nous devons avoir seulement un candidat à gauche, seulement un candidat à droite. Et puis le résultat, c'est qu'il y a comme une espèce de vertige ou de magnétisme ou d'effet gravitationnel qui fait que tous les candidats tombent dans le précipice. C'est la bataille des égaux. On vient de le dire, qu'est-ce qui différencie M. Pécresse et Mme Bertrand, Mme Pécresse, et M. Bertrand? Rien du tout, sinon qu'ils ont un point commun, ils ne sont pas à LR. Et c'est LR qui va décider qui va être le candidat. Ça tient à peine debout. Mais de toute façon, il en est de même un peu partout. C'est comme ça au Front National ou au Rassemblement National, où Éric Zemmour pointe son nez. Moi, je pense qu'il va faire du mal à Marine Le Pen et pas du tout à la droite classique. C'est pareil entre les écolos et les socialistes. Et donc, Macron n'est fort que des divisions des partis de l'opposition. Et dans ces conditions, ses chances seront bonnes tant que les partis seront incapables de désigner un seul candidat pour un seul parti. Et je pense que c'est une situation... Bon, on a connu ça autrefois, mais cette situation est quand même... ne semble pas devoir être réglée avant plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors, puisque vous parlez d'Éric Zemmour, il a commencé effectivement à entrer dans l'arène avant même d'officialiser sa candidature, ni de réunir les signatures. Il continue ses émissions entre-temps sur CNews, ce qui paraît quand même compliqué. Il a dit qu'il voulait participer aux primaires, mais personne n'en veut apparemment à droite, Michael Darmon. Oui, non, il ne pourra pas participer à la primaire. D'ailleurs, Gérard Larcher l'a dit de manière extrêmement ferme en disant il n'en est pas question, il ne partage pas mes valeurs, nous ne sommes pas faits du même bois et donc il n'y participera pas. Moi, ce que je vois surtout, c'est que pour l'instant, il va surtout entrer en promotion pour son livre. L'opération est à ce stade un peu quand même, je dirais, bien visible hein, quand même. Et il participe de cette nouvelle démarche qui consiste à dire lisez-moi parce que je suis candidat. Avant, on était candidat et on écrivait un livre pour pouvoir montrer ses idées. Et maintenant, on écrit un livre et ensuite on dit je suis candidat. Et on l'a vu d'ailleurs, c'est pas que lui, hein, d'autres l'ont fait à ce sujet. Mais là, je trouve un peu étrange qu'une campagne présidentielle commence par une promotion commerciale. Pour son livre, qui va lui permettre évidemment de faire le tour de France, ce qu'il fait déjà, de remplir les salles, ce qu'il fait déjà. Mais remplir une librairie, c'est pas gagner un pays. Allez demander à Nicolas Sarkozy ce qu'il en pense, et qui a vendu des centaines de milliers de livres et qui a cru qu'il pourrait repartir en campagne parce qu'il remplissait des librairies. Non. Pareil pour François Hollande. Non. Donc j'attends de voir à quel moment, effectivement, Éric Zemmour va franchir un pas, c'est-à-dire devenir candidat à celui qui va gérer nos impôts. F. Cheftel.
Avant de parler de Zemmour, je voulais dire un mot de Michel Barnier, parce que je trouve que on lui rend peu justice. Michel Barnier, c'est quand même celui qui a négocié le Brexit au nom de l'Union européenne, qui a réussi cet exploit quand même de mettre d'accord toute l'Union européenne et même de parler d'une seule voix, parce que évidemment les Britanniques, eux, ils avaient intérêt à jouer les différences, les divergences entre les pays, etc., et avoir, par exemple, à négocier des accords bilatéraux. Et c'est vrai qu'il a été, il a eu une position ferme, tout en restant ouverte au dialogue. Moi, j'avais bien suivi ça à l'époque quand j'étais encore journaliste à l'agence France Presse. Et malheureusement, comme finalement les questions internationales et en particulier européennes. Et puis l'Europe, c'est-à-dire il souffre du fait d'être associé à l'Europe. C'est ça, n'intéresse pas tellement les électeurs et peut-être que là il y a une responsabilité des journalistes. Personne ne lui en sait vraiment gré aujourd'hui. Alors que c'est une vraie réussite de l'Union européenne. C'est-à-dire que ce qu'a échoué à faire l'Europe au moment de la crise de la zone euro, où elle a failli éclater, voilà. Bon, il y a eu effectivement ensuite le plan de relance, le méga plan de relance européen. Donc là, on a vu un retour de l'Europe, peut-être pas puissance, mais enfin, en tout cas, d'avancer vers un certain fédéralisme, etc. Et le Brexit a été une vraie réussite. Voilà. Et c'est étonnant, enfin, de le voir mettre au même niveau que Valérie Pécresse, qui, bon, certes, gère la région Île-de-France, mais enfin. À part les lycées, les transports. Oui, et lui, il a un déficit de notoriété sur le pays, en termes de, je dirais aussi, tout simplement d'implantation politique. Il est effectivement très connu, mais et on voit bien qu'il essaye de poser un peu le personnage de Biden à la française. Mais vous savez, pour reprendre le titre d'un livre connu, il est quand même plus jeune. Certes, mais enfin, c'est la logique de l'expérimenter et de celui qui a effectivement porté des dossiers lourds. Vous savez, la devise d'une présidentielle, c'est rien ne se passe comme prévu. Donc, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Personne ne peut dire comment cette présidentielle va se terminer. Et surtout, qui ensuite va composer le gouvernement. Personne ne pourrait se douter que le principal lieutenant d'Alain Juppé serait le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Or, Emmanuel Macron a besoin, parce que la question est de savoir comment il va composer tout simplement une majorité à l'Assemblée s'il est réélu, il a besoin encore d'attirer à lui des forces de la droite. Donc, ces personnalités, je pense qu'on peut un jour peut-être aussi les retrouver dans un éventuel Macron 2, y compris Valérie Pécresse. Une synthèse. Y compris Valérie Pécresse. Ça veut dire que Xavier Bertrand aussi? Non. Ah bon. Oui, alors on en revient. Oui, à Zemmour. Non, c'est bien d'avoir évoqué, parce que finalement, s'il y a des primaires, Michel Barnier a ses chances. Je doute qu'il ait ses chances. Je pense que dans une logique, effectivement, qui serait une primaire ouverte aux électeurs de la droite et du centre, d'abord on aurait un grand débat effectivement entre deux centristes, quelque part, entre Pécresse et Barnier, donc ça ne va pas satisfaire le peuple de droite. Et dans ces cas-là, je pense que c'est effectivement quand même Valérie Pécresse qui pourrait en sortir gagnante. C'est d'ailleurs la raison principale de la réticence de Christian Jacob. Il dit, je ne vais quand même pas payer une primaire à quelqu'un qui a quitté le parti. Donc, vous voyez, ce sont des considérations très prosaïques, loin des grandes idées pour la France qui sont en train en ce moment de se débattre au sein de la droite, et on saura ça à la fin du mois. Richard Lissian. Tout a été dit, en gros. Sur Barnier, j'ai énormément de respect et d'admiration pour lui. Je trouve qu'il a été effectivement un négociateur extraordinaire, mais alors, peu de Français le connaissent ou le connaissent bien, et surtout, je ne le vois pas ratissant les provinces et trouvant des foules pour l'acclamer. Donc, ça m'étonnerait qu'il puisse progresser beaucoup dans les pourcentages. Sur le fait que Macron doit s'appuyer encore sur la droite, mais c'est une évidence absolue, et donc on ne peut pas non plus faire des pronostics jusqu'à après l'élection présidentielle. Là, on ne sait vraiment pas comment Macron va avoir une majorité, comment il va s'organiser, à qui il va faire appel. D'autant qu'il a changé les données, parce que la durée entre l'élection présidentielle et les législatives a été augmentée. Enfin, il y a 2 semaines entre les deux. Oui, mais
en revanche, on ne peut pas inverser le calendrier. C'est-à-dire, on ne peut pas procéder aux législatives avant la présidentielle. Et on est dans le cas de figure créé par la réduction du septennat au quinquennat, qui fait qu'il faut d'abord élire le président et il faut après donner une majorité au président. Si Macron était par hasard réélu, je crois qu'il n'aurait pas une énorme difficulté à retrouver une majorité, mais il sera réélu ric-rac et il aura une majorité ric-rac parce que l'eau a coulé sous les ponts, qu'il n'est plus le jeune homme conquérant qu'il a été et que il a eu ses Bérézinas après avoir eu ses batailles du pont d'Arcole. Alors, puisqu'on on parlait tout à l'heure de Jérusalem avec la déclaration d'Éric Ciotti, et il y a une série qui a été, je me tourne vers vous, Michael Darmon, il y a une série sur Jérusalem qui a été présentée dans cette série Mania, ce grand barnum lancé autour des séries télévisées, présidé par Haggai Levy, qui est un cinéaste israélien, et dans ce grand barnum auquel vous assistiez, et vous allez nous donner un peu quelques nouvelles là-dessus, il y a eu la série sur Jérusalem qui a été présentée, qui a suscité de bonnes réactions. Vous l'avez vue ? Oui, alors ce sera en même temps mon coup de cœur, puisque vous avez annoncé aussi cette rubrique. Oui, il y a eu effectivement cette semaine, c'est terminé le festival depuis 8 jours qui s'appelle le festival Sérimania, qui au fond est devenu en quelques années une sorte de festival des Cannes des séries, mais ça se passe à Lille. Et où toutes les grandes vedettes des grandes séries, les scénaristes, les réalisateurs viennent, et c'est une semaine également de tables rondes, de rencontres. Cette année, c'était Haggai Levy, vous l'avez dit, le producteur de séries bien connu en Israël, qui a présidé le jury, ce qui montre une fois de plus l'importance des séries israéliennes maintenant dans le panorama international. Haggai Levy, qui est l'auteur de Betty Pool, auteur série de Betty en Pool, thérapie. auteur de How Boys, auteur de The Affair, Scène de la vie conjugale, qu'il a effectivement adapté, et c'est ce qu'il a présenté aussi dans des masterclass cette semaine-là. Et il y avait donc entre autres la série Jérusalem, qui est très intéressante parce que c'est une série policière qui met en scène un inspecteur de police chargé justement de s'occuper de réguler les relations entre les trois religions à l'intérieur de la vieille ville. Alors il y a une énigme qui, évidemment, dont je vous dis rien, qui se déroule à ce moment-là. Ça lui donne l'occasion, évidemment, d'aller rencontrer tout le monde et de mettre en scène tout le monde et de montrer à quel point, effectivement, cette ville reste encore à la fois incroyablement fertile en vie intérieure et également, je dirais, en ressources d'inspiration, puisque de manière plus large, on a aussi compris, il y a eu des conférences à ce sujet, notamment de Delphine Orwiller, à quel point la Bible reste comme scénario. Le meilleur des scénarios, puisque beaucoup de séries s'inspirent. C'est un réservoir à histoire formidable. Un réservoir à histoire formidable. Et je dirais, puisque on va d'ailleurs aborder cette période-là, c'est autant inépuisable que lorsque c'est terminé et qu'on arrive au bout du rouleau, on recommence. Donc en fait, en réalité, la Bible est une série, un vivier inépuisable d'inspiration pour les scénaristes et pour les réalisateurs. Alors, oui, non, je voulais juste dire, parce qu'on a parlé d'Éric Zemmour, je ne sais pas de quelle figure biblique il serait le nom, ça serait intéressant, parce qu'on est sur Radio J quand même. Enfin, je voudrais que nos auditeurs, avant qu'on se quitte, puis on sera amené à en parler, mais dites quand même sur ce paradoxe d'un candidat ou potentiel candidat juif, algérien, qui en vient quand même à ringardiser Marine Le Pen, puisque quand même son objectif, enfin son discours, c'est de dire elle est pas assez radicale. Elle n'est pas assez radicale. Elle a rompu avec finalement l'héritage de son père. Et ce que fait Éric Zemmour en réhabilitant Pétain, malgré tout, et Maurras, etc., c'est s'inscrire quand même dans la tradition de l'extrême droite française. Collaborationniste et vichiste. Oui, c'est son paradoxe, je suis d'accord avec vous. Et l'autre paradoxe, pour prolonger ça, c'est que s'il est candidat,
s'il est candidat, effectivement, il peut intéresser une partie d'un électorat français très radical, ultra-conservateur, et qui bien souvent a propagé les thèses de l'extrême droite et de l'antisémitisme. Donc, c'est un candidat assez paradoxal avant d'être un candidat, au fond, peut-être efficace ou vital. Et dans quelle mesure son judaïsme va le servir ou au contraire être un obstacle? C'est aussi une vraie donnée aussi de cette candidature, si elle se matérialise. Oui, et là, vous avez raison, c'est que la question sur son rapport à Pétain sera tout le temps posée parce qu'on n'a jamais vraiment compris sa réponse. C'est vrai. Alors, Richard Licia, vous qui avez été son camarade de bureau au Quotidien de Paris. Et même son chef. Son chef. Alors, oui, j'étais quand même directeur de la rédaction à l'époque. Donc, non, c'était un charmant garçon, extrêmement cultivé, qui sait énormément de choses. C'est un grand constitutionnaliste. On a eu des discussions, notamment sur la Constitution américaine. Tout ça fait plein de qualités pour ce que je considère comme un jeune homme. Mais alors, écoutez, son aventure politique, c'est quelque chose d'absolument désolant, qui a été très bien expliqué à l'instant, à savoir ce juif qui, tout d'un coup, devient le modèle de la droite réactionnaire la plus antisémite et qui apporte ses propres justifications à la politique de Pétain. Il n'a, à mon avis, aucune chance, et je suis convaincu qu'il a habilement mélangé sa campagne électorale avec la promotion de son livre. Et donc, l'essentiel pour lui, pour l'instant, avant toute décision, c'est de vendre le maximum de livres. C'est qu'il fera parfaitement et il gagnera beaucoup d'argent. Et après, il commettra ou non l'erreur de tous ceux qui ont cru que les lecteurs sont aussi des électeurs. Non, 400 000 lecteurs ne font pas 4 millions d'électeurs. Et donc, à ce moment-là, il serait bien qu'il m'appelle au téléphone, je lui dirais de ne pas continuer. Bon, s'il nous écoute, ce dont je doute. On espère que vous avez encore de l'influence sur lui, ça serait bien. Ah oui. Et si on a quelques influences là-dessus. Alors, je voulais qu'on parle, mais on n'aura pas le temps, de l'énigme israélienne autour de... Dites-en un mot quand même, Richard Licia. Israël a été pionnier dans la vaccination et le pays est rattrapé par le virus. Comment il faut comprendre ce recul? Vous êtes éditorialiste au Quotidien du Médecin. Alors, puisqu'il faut aller vite, il faut d'abord regretter. Effectivement, Israël a été le modèle pour tous les pays concernant les campagnes vaccinales. Ensuite, il faut l'expliquer. Eh bien, probablement, les mesures de distanciation, etc., n'ont pas été prolongées suffisamment. Et troisièmement, Israël va se relever de cette affaire, parce que maintenant, c'est la vaccination à tout va. Après tout, c'est comme la politique de Macron. Il faut s'adapter à ce qui se présente. Le variant Delta, on ne savait pas. On ne sait pas quel variant va arriver après et pour lequel il faudra trouver encore un autre vaccin ou une troisième dose ou une quatrième dose. On n'ira pas plus loin, mais vous avez d'un mot votre coup de cœur parce que Michael Darmon nous a dit que c'était Sérimania à Lille, F. Cheftel. Un film sur France 2, complément d'enquête, qui s'appelle Fake News, la machine à cash, que je vous conseille, sur le financement des sites de désinformation par les grands groupes via la publicité, en fait, de Orange à Intermarché en passant par Carrefour. Richard Licia, votre coup de cœur en un mot? Alors, en tant que juif non catholique, mon coup de cœur, c'est un livre d'un camarade qui est également un spécialiste des religions. C'est Christian Delahaye qui a publié un livre qui s'appelle Adieu curé et dans lequel il se pose en contestataire principal des institutions de l'Église catholique romaine. Voilà. C'était le 4 quarts politique de la semaine. Merci à Michael Darmon, à F. Cheftel, à Richard Licia. Bon dimanche à tous et Shana Tova à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices.